Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de décembre et j'ai pas mal de livres à vous présenter parce que j'ai beaucoup lu le mois dernier. J'ai surtout lu des mangas et des BD, ce qui me permet d'avoir un grand nombre d'ouvrages à vous présenter. Aujourd'hui, on commence direct parce que sinon la vidéo va durer des plombes si je vous fais une intro trop longue. En premier, on va commencer comme d'hab par ceux que je n'ai pas avec moi, donc que j'ai juste écouté en audio. On a le tome 1 de Hunger Games, puisque je suis allée voir l'adaptation du préquel, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je crois, au cinéma. J'ai absolument adoré et ça m'a donné envie de me relire les Hunger Games des années après les avoir lus. Et du coup, j'ai opté pour le format audio, qui ma foi est vraiment top. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'en plus, c'est hyper intéressant de relire la trilogie principale après avoir revu, parce que moi j'avais déjà lu du coup le préquel à la base, et d'avoir vu l'adaptation, vraiment ça m'a donné envie de voir un peu tous les petits indices et toutes les petites références qu'on a au passé de Snow dans en fait le présent actuel de Hunger Games. Ça veut rien dire ce que je suis en train de vous expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En mode maintenant qu'on connaît son passé, c'est intéressant de le voir dans Hunger Games et de comprendre un petit peu ce qu'il a vécu avant et pourquoi il est comme il est. Non pas pour l'excuser, ça absolument pas, mais je trouve toujours ça intéressant d'avoir le passé des antagonistes. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est une super dystopie. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être un peu faciles à certains moments, mais honnêtement, moi, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai aimé aussi voir les différences entre le film et le livre. Parce qu'il y a des différences, mais je trouve que ça reste quand même très bien adapté, puisqu'il me semble que Suzanne Collins a été vraiment très impliquée. Je crois que c'était une des scénaristes de l'adaptation. Voilà, bref, passons à autre chose. Autre livre que je n'ai pas avec moi, mais que j'ai lu, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood, puisque je me suis donné comme défi de lire les gagnants des Goodreads Choice Awards 2023. Et celui-ci, c'est le gagnant de la catégorie Young Adult Fiction. Donc voilà, je vous ai filmé un vlog qui va pas tarder à être posté sur TikTok si vous voulez voir un petit peu le processus de lecture et mon avis au fur et à mesure. Mais globalement, j'ai bien aimé. Ça va être un 3 étoiles, dans le sens où, dans tous les cas, je savais que ça serait pas un coup de cœur pour moi, puisque je ne suis pas une fan de romance. Là, alors c'est dans la catégorie YA Fiction, mais c'est de la romance. Et voilà, c'est pas mon genre de prédilection. Dans tous les cas, Ali Hazelwood n'est pas mon autrice de romance favorite. Voilà, on a compris qu'elle était fan de Raylo. Tous ses personnages masculins ressemblent à Adam Driver. Elle a un gros fétichisme sur les hommes grands avec des avant-bras musclés. Et surtout, ce que j'aime pas, mais ça c'est pas du tout propre à Ali Hazelwood, c'est que moi j'aime pas en fait les références à la pop culture dans mes livres. C'est pour ça que je lis peu de contemporains et peu de romances, parce que voilà, moi quand je lis, c'est pour voyager dans un monde autre que le nôtre, et du coup c'est un truc qui me titille, parce que ça me rappelle que je suis en train de lire quelque chose qui pourrait se passer dans le monde réel, et je sais pas, j'aime pas ça. Donc c'est un truc qui m'énerve. Ça n'a aucun rapport avec la qualité de l'ouvrage, mais aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai du mal avec ce genre de livre. Pour autant, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, j'ai bien aimé la romance, j'ai aimé les personnages secondaires, j'ai bien aimé la manière dont les échecs sont abordés. Je sais jouer aux échecs, mais je suis pas du tout très forte, et je m'y connais pas non plus dans le monde des échecs, donc je saurais pas vous dire s'il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés ou si c'est très juste, mais en tout cas, j'ai trouvé le sujet assez intéressant et assez bien abordé de la part de l'autrice. Après, j'ai été assez frustrée par la fin, je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais ouais, il y avait quelque chose que j'attendais en fait à la fin et qui n'a pas eu lieu. J'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé que du coup la résolution était un peu rapide et qu'on perdait sur le deuxième aspect intéressant du livre. Et après, j'ai trouvé que les plot twists étaient assez prévisibles. Mais bon, comme je l'ai dit dans mon vlog TikTok, en fait, c'est pas un livre qu'on lit pour les plot twists, c'est un livre qu'on lit pour la romance. Et donc, c'est pas grave si le plot twist il est pas waouh et si on le voit venir à l'avance. Mais voilà, moi, c'est des trucs qui me frustrent un petit peu. Donc, pour autant, ça a été une meilleure lecture que The Love Hypothesis. Je préférais. Et le dernier livre que j'ai lu en audio, c'est Ruthless Vow de Rebecca Ross, donc le tome 2 de Divine Rivals, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais trop hâte. Donc, dès qu'il est sorti, je l'ai pris sur ma Kindle et en audiobook, et j'ai vraiment bien aimé, même si j'ai moins apprécié que le tome 1, parce que là où je vous avais dit qu'en fait j'attendais vraiment d'en savoir plus sur l'univers de fantasy, parce que la romance est vraiment au second plan dans le tome 1, non, l'inverse, la romance est vraiment au premier plan dans le tome 1 et la fantasy, le world building est un peu au second plan, mais on sent que ça va être intéressant. Et bah c'est un peu l'inverse dans le tome 2, on a plus de world building, on en a plus sur la politique et la guerre qui est en train de se dérouler entre deux dieux, un peu moins sur la romance, et c'est dommage parce qu'en fait avec ce tome 2 je me suis rendu compte que la romance c'est quand même ce que je préférais dans ce livre aussi. Donc j'ai bien aimé, mais du coup j'étais un peu frustrée quand on était sur autre chose que sur la relation principale.
Voilà, mais ça reste une super lecture, j'ai mis 4 étoiles. Et le dernier que j'ai pas avec moi, ça s'appelle Parasite et c'est un livre que j'avais pris sur Ulule, enfin que j'avais, vous savez, j'avais participé à la campagne Ulule, donc je l'ai reçu, mais je l'ai prêté et j'ai bien aimé, c'est assez original parce que c'est un livre où il n'y a pas de texte, en fait il y a juste un petit texte explicatif au début de l'histoire et de temps en temps un petit codex un petit peu pour nous expliquer l'univers, mais autre que ça, c'est juste des images et on voit le fil de l'histoire en fait à travers ces images, il n'y a pas de texte, donc c'est même pas comme une BD, c'est vraiment juste les images qui nous communique tout ce qui se passe et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'ai eu pas mal de soucis avec cette campagne Ulule pour ma première expérience, je me suis dit pas top, mais au final l'objet que j'ai reçu est vraiment top, le travail est quali et ouais, j'ai beaucoup aimé le projet. Et voilà pour les livres que j'ai pas avec moi, on va passer ensuite à tous ceux que j'ai sous la main. Le premier que j'attrape c'est Live Forever de Roll Trevino, publié aux éditions Cotoon, que j'ai beaucoup aimé. Il a la vibe un petit peu de Sin City dans la colorimétrie, vous savez la série de films où on a en fait du noir et blanc tout le temps et juste certains éléments qui sont mis en avant en rouge. Pour parler un petit peu du synopsis, on y suit le personnage de Sarah dont la mère vient de décéder et en fait elle n'arrive pas du tout à gérer son deuil, à gérer la douleur et donc elle va partir à la recherche de quelque chose qui pourrait lui permettre d'offrir la vie éternelle à ses proches pour qu'elle n'ait plus jamais à perdre quelqu'un. Sauf que c'est un livre qui va questionner aussi la moralité de ça. Est-ce que c'est bien en fait de vivre éternellement? Qu'est-ce que ça pose comme souci de vivre éternellement? Ça veut dire ne plus jamais perdre quelqu'un, mais ça veut aussi dire la surpopulation. Enfin bref, il y a plein de questions hyper intéressantes et pertinentes qui sont abordées dans cet ouvrage. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. On continue sur les BD, j'en ai lu 4 ce mois-ci. En premier, le tome 2 de In Memoriam que j'avais adoré, enfin j'avais adoré le tome 1, qui est une dystopie fantastique? Je sais plus, fantastique je crois. Bref, à chaque fois je me loupe sur la différence entre fantasy et fantastique. Je crois que la fantasy, fantastique c'est basé sur de la magie dans notre monde réel. Bref, on va pas partir sur la définition, ça se trouve je vous dis n'importe quoi, mais ça se passe dans notre monde actuel en mode dystopie à Paris avec des pouvoirs magiques, des sorciers et des chats géants. Voilà, et j'aime trop. J'aime trop, c'est une BD qui est assez sombre, mais j'adore les personnages, j'aime beaucoup les dessins, et le résumé me plaît à chaque fois, enfin l'histoire est trop cool. Un autre coup de cœur BD, Tracker d'âme de Nico Takian et Sohan, je sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Premier Contact. J'ai absolument adoré. Pour vous parler aussi du résumé de celui-ci, ça se passe dans la mystérieuse ville de Ludendorff, où on y suit la famille Minsky qui vient d'emménager en fait pour reprendre une ancienne boutique d'antiquité. Et le petit frère, donc ici, se découvre un talent un peu extraordinaire puisqu'il peut voir les fantômes et il peut les aider. Et il va être soutenu par un de ses camarades de classe qui s'appelle Erasmus et par sa sœur Solal, où en fait ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour un petit garçon qui s'appelle Théophile, dont il peut voir l'âme et il va essayer de comprendre comment est-ce que Théophile est décédé, où est-ce qu'est son corps, qu'est-ce qui s'est passé, bref. Et c'était vraiment trop cool. J'ai hâte de lire la suite aussi. J'ai trop aimé. Les couleurs, le synopsis, la plume, bref, tout était trop bien. Après, j'ai lu Héloïse et les larmes de givre de Loïc Clément et Justine Cunha, que j'ai trop aimé. Pareil, lui, il est absolument sublime. La fin est un peu rapide, mais en fait, c'est vraiment un livre à morale et pas un livre à intrigue, entre grosses guillemets, dans le sens où il y a une intrigue quand même qui est pertinente, mais c'est plus là pour nous montrer une morale, là où on peut s'attendre à ce que ça ne prenne pas cette tournure sur la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, même si je comprends que certains puissent être frustrée. Et enfin, j'ai lu Alia, chasseuse de fantômes de Bruno Waro. Celui-ci, ça a été une petite déception, mais je pense qu'en fait, c'est dû au fait que j'arrive pas à la lire à travers des yeux d'enfant alors qu'elle se destine à des enfants et donc moi je la vois avec mon regard d'adulte et j'ai certaines frustrations, mais c'est en fait complètement subjectif et c'est un livre qui plaira aux enfants. C'est son public, les enfants. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu rapides, un peu faciles, mais tout simplement parce que c'est pas un livre qui se veut archi complexe, puisque c'est pour un public plus jeune, et les dessins par contre sont trop mignons. On continue avec les romans graphiques, manga, shonen, je me rappelle plus des noms à chaque fois des différents types de manga, manhwa, bref. Ne me tapez pas sur les doigts si j'utilise pas les bons termes, éduquez-moi dans les commentaires. C'est mieux. En premier, j'ai lu High School Mercenary, donc publié aux éditions Albin Michel et Webtoon, qui était très très cool. C'est sur un adolescent, jeune adulte, ou adolescent plutôt, qui en fait a eu un accident d'avion quand il était plus petit. Ses parents sont morts et en fait son grand-père et sa sœur ont survécu mais sont dans un autre pays. Et lui, entre-temps, il est devenu mercenaire, tueur à gages, pour on sait pas trop qui, ou alors je me souviens plus qui. Et quelques années plus tard, donc après cet accident, il est renvoyé dans son pays avec son grand-père et sa petite sœur, où il va essayer de retrouver un petit peu une vie normale. Sauf que sa petite sœur se fait harceler et lui, c'est pas du genre à la laisser se faire harceler, donc il va commencer à essayer de remettre un petit peu les choses en place. Et j'ai trop aimé parce que j'adore la dynamique frère-sœur où il y a ce truc de même si en fait je me rappelle pas de toi parce que ça fait 8 ans qu'on est séparés, je te protégerai.
et j'adore. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de One Piece, le tome 18 et le tome 19 qui sont toujours dans l'arc d'Alabasta. D'ailleurs, j'ai fini l'arc d'Alabasta, mais ça sera dans mon résumé mon bilan de janvier. Mais j'aime trop, comme d'hab, je m'attarde pas dessus, mais vraiment One Piece, c'est mon coup de cœur manga de cette année. Avec, attention, Kaiju numéro 8. Que j'adore, je me suis enchaîné les 3 tomes la fin décembre parce que impossible de m'arrêter et j'ai pas la suite, j'ai envie d'acheter la suite parce que franchement c'est une pépite, c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas Kaiju numéro 8, franchement foncez, d'ailleurs ça va être adapté sur Crunchyroll, je crois, très bientôt. J'ai beaucoup trop hâte, c'est trop bien, l'humour est incroyable, les personnages sont génialissimes, l'univers et le lore autour des kaiju est trop stylé, ça se lit super vite parce qu'ils sont assez courts et c'est écrit très gros, je suis trop fan. Ensuite, j'ai lu au format audio, mais je l'ai au format papier aussi, Medusa de Jessie Burton, que j'ai globalement bien aimé, mais il y a certaines choses qui ont fait que c'est pas un coup de cœur et j'ai eu certaines petites déceptions, notamment le truc de on tombe direct in love. Moi, l'insta-love, c'est un truc qui me dérange au plus haut point. Alors ça a beau être romantique, ça a beau être c'est un mythe, hein, je le sais, c'est de la mythologie grecque. Il n'empêche que du coup, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire quand c'est ce genre de insta-love. Voilà, ça me frustre. Et à part ça, j'ai trouvé l'histoire quand même assez cool. C'est pas une revisite, mais c'est voilà une autre perspective de l'histoire de Méduse où on comprend un petit peu plus son point de vue et on comprend que c'est une victime et pas un monstre, plutôt voilà, c'est une victime des dieux. Et globalement, toute cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. C'est la romance avec laquelle j'ai moins accroché. En termes de thriller, j'en ai lu 2 ce mois-ci. En premier, Ferme bien la porte de Riley Sager, qui est absolument trop cool. Celui-ci, on y suit l'histoire de Jules Larsen qui a 25 ans. Elle a plus de petite amie, elle a plus de travail et elle est un peu au bout de sa vie parce que là, elle se dit je vais finir à la rue. Mais elle va tomber sur une annonce où on va lui dire tu vas aller occuper un appartement dans cet hôtel qui s'appelle le Bartholomew, qui est un hôtel hyper connu, très prestigieux, dans lequel vous ne pouvez pas rentrer si vous n'habitez pas. En fait, c'est vraiment, on sait pas qui y habite, c'est hyper mystérieux. On va lui dire nous, on a besoin d'une gardienne d'appartement parce qu'il faut jamais que les appartements soient vides. Donc tu vas y vivre, loger gratuitement et en plus on te paye. Elle se dit c'est l'opportunité du siècle. Sauf que petit à petit, va y avoir de plus en plus de règles bizarres. Elle a interdiction de parler si on ne lui adresse pas la parole. Elle ne doit jamais discuter avec les résidents en dehors du Bartholomew. Et elle ne doit recevoir aucun visiteur. Sauf que de plus en plus, il y a d'étranges phénomènes qui vont commencer à se produire. Y compris Ingrid, une de ses voisines, qui va disparaître. D'ailleurs, ma voisine du haut s'appelle Ingrid, s'il te plaît, ne disparais pas. Et ensuite, deuxième thriller, j'ai lu Wrong Place, Wrong Time de Gillian McAllister, qui est aussi vraiment cool. C'est écrit ici, comment arrêter un meurtre quand il s'est déjà produit. Puisque, pour vous donner le synopsis dans celui-ci, on y suit une mère de famille qui va, un soir, comme ça, voir son fils assassiner quelqu'un. C'est pas du tout le genre de son fils, hein. Elle se dit oulala, à aucun moment c'est normal, et elle avait aucun signe avant-coureur de son fils qui poignarde quelqu'un à mort, et donc il se fait embarquer. Elle va se coucher, et en fait elle se réveille un jour avant le meurtre, et l'histoire c'est qu'elle va se réveiller un peu plus tôt avant le meurtre, chaque jour. Donc au début elle va se réveiller J-1 avant le meurtre, puis J-2, puis J-3, puis une semaine avant, puis un mois avant et tout, dans l'optique de réussir à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que son fils a assassiné quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ce geste? Qui était la personne qui l'a assassiné? Et voilà, j'ai trouvé le principe trop cool de revenir super loin en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. À aucun moment j'ai été déçue par les dénouements, vraiment au contraire j'ai trouvé que c'était très bien ficelé, très bien pensé, tout faisait sens, alors que franchement le topic du voyage temporel peut très vite être soit frustrant, soit mal fait, soit avoir des plot holes un petit peu, et là c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé que c'était vraiment savamment mené, donc trop cool, je le recommande et je lirai plus de livres de Gillian McAllister. Ensuite j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orcade, et celui-ci pareil, un avis assez mitigé, parce que j'ai été un peu déçue par la romance. Encore une fois, le Insta-love, moi c'est un truc, c'est le même problème qu'avec Medusa en fait, c'est un truc que je n'arrive pas du coup à m'immerger dans l'histoire quand c'est ça. Je sais pas, je suis peut-être pas assez romantique probablement, mais c'est un truc qui me frustre. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé le personnage principal que j'ai trouvé très intéressante, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire, l'intrigue autour du féminisme, de l'engagement pour l'amélioration des conditions des femmes, pour l'égalité des droits. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà. Après je sais aussi que cette époque n'est pas mon époque favorite, donc ça fait aussi que ça joue, parce que ce contexte-là c'est pas un contexte qui me passionne. Donc encore une fois c'est plein de choses qui jouent sur le fait que j'apprécie moins ce livre que je le pensais, et qui n'en font pas un mauvais livre par contre pour le coup, c'est vraiment très subjectif. Et pour vous parler du résumé, on y suit Agathe Langley qui a 19 ans.
en 1898 et elle, contrairement aux attentes de ses parents, eh bien elle a aucune envie de se marier, d'arpenter les bals mondains et elle le vit que pour l'astrophysique qui est sa passion. Elle étudie ça en cachette avec la complicité de sa gouvernante et quand ils viennent de déménager, elle et sa famille, de Londres vers la campagne, eh bien elle va faire la connaissance de leur nouveau voisin un peu excentrique qui s'appelle Lord Nathaniel Stone dans sa demeure de Bloomstone Manor et là ça va être la rencontre qui va changer sa vie. Ensuite, alors celui-ci, pas avis mitigé, déception, 100% déception, c'est Nightbane de Alex Astor, donc le tome 2 de Lightlark. J'ai été hyper déçue par ce tome 2, vraiment, j'en attendais beaucoup et en fait j'ai trouvé que c'était pas du tout à la hauteur dans le sens où dans le tome 1, il n'y aura pas de spoil dans mon avis, mais on nous dit qu'en fait c'est un personnage, Isla, qui est hyper impulsive, qui n'agit pas, enfin non pas qui n'agit pas mais qui ne réfléchit pas avant d'agir et elle le dit, elle le sait, elle arrête pas de dire ouais il faut vraiment que je pense à réfléchir et tout. Et le tome 2, c'est que elle qui refait les mêmes erreurs. En fait, elle fait exactement les mêmes erreurs que dans le tome 1, elle n'apprend pas. Et le pire, c'est qu'elle répète consciemment qu'elle fait des erreurs, mais elle continue de les faire. Et du coup, c'est juste hyper frustrant parce que ça n'a aucun sens. Si t'es consciente que il y a un problème dans ce que tu fais, et que tu continues de le faire à répétition, au bout d'un moment, on va pas avancer, ça va être frustrant pour le lecteur. Et voilà, la romance, les triangles amoureux, moi ça me fatigue. C'était frustrant parce que... Enfin voilà, on sait tous comment ça va se finir dans tous les cas. Et voilà, je trouve qu'il y a des aspects de la relation qui sont pas du tout sains. La fin, enfin je veux dire le plot twist de fin, je suis en mode mais est-ce que c'est une raison pour se faire la guerre ça? Est-ce que c'est une raison pour qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui meurent? Non! Non, et du coup c'est juste frustrant, enfin je me dis moi ce principe-là, je vous dis pas ce que c'est parce que sinon ça vous spoil, mais ce truc-là comme raison, je me dis mais non, c'est un red flag, c'est non, c'est pas possible. Et du coup ça m'a frustrée, en plus il y a plein de... Je sais pas, il y a des plot holes pareil sur l'univers, le système de magie qui font pas sens. Et ouais, non, j'étais déçue malheureusement, alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ensuite, autre livre que j'ai avec moi, mais j'ai oublié de le prendre. Et là, j'ai mon micro qui est branché, donc je vais pas me le faire, je vous mettrai une photo juste ici. C'est ma copine Amandine, un livre à la main sur Instagram, qui me l'a prêté. C'est en 3 tomes, pour l'instant j'ai lu que le tome 1, et c'est Agapé, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un retelling de la mythologie grecque sur le mythe d'Hadès et Perséphone. C'est trop bien, c'est très drôle, très sympa, très léger, j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt sympa, j'ai hâte de lire les 2 autres tomes. Pas grand chose à vous dire parce que pour l'instant c'était très court, c'était sympa, pas un coup de cœur, donc ouais, c'était cool. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart. Lui aussi, il a un vlog qui lui a été consacré sur TikTok parce que c'est le gagnant de la catégorie Debut Novel et Fiction historique des Goodreads Choice Awards. J'ai absolument adoré. Il s'appelle Wayward en anglais et donc La Maison au sortilège en français. On y suit l'histoire de 3 femmes à 3 époques différentes. Alta en 1619 qui en gros va se faire accuser en fait de sorcellerie. Elle part en procès pour sorcellerie. Tout ça parce qu'elle est proche des animaux et qu'elle connaît les plantes. Et donc là les gens sont en mode sorcellerie, sorcellerie. En plus elle a le malheur de soigner des gens avec des remèdes naturels. Donc mon Dieu, là c'est fini ma cocotte, tu vas partir en procès et bon courage pour pas te faire brûler au bûcher. On y suit aussi en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le personnage de Violette qui a envie de devenir entomologiste. Si je dis pas de bêtises, elle a envie d'étudier donc les animaux, les insectes. Sauf que son père n'a absolument pas envie de ça. Il lui dit ma cocotte, tu vas trouver un mari, tu vas devenir une femme respectable et tu vas arrêter d'aller grimper aux arbres. Et en plus de ça, elle vit avec le souvenir de sa mère dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. Et enfin en 2019, on y suit le personnage de Kate qui va fuir Londres pour échapper à son compagnon qui est violent. Elle va venir donc se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Et bah voilà, il y a quelque chose qui va lier nos 3 femmes puisque elles ont toutes les 3 habité dans la même maison. Il y a plusieurs choses qui les lient. Et j'ai adoré, on alterne donc à chaque fois entre ces 3 femmes différentes et leur point de vue, leur histoire. J'ai trouvé ça absolument passionnant. J'adore comment petit à petit on comprend comment leurs histoires sont liées. On en apprend, en fait, on sait qu'elles sont liées dès le début. On nous dit par exemple que Kate, elle va voir passer des choses sur le procès de Kate, mais par exemple on va pas nous dire quelle est l'issue. Parce que par exemple Kate va chercher à savoir ce qui s'est passé, mais il y aura pas d'archives, donc elle pourra pas savoir. Et bref, il y a pas ce côté on vous spoil un point de vue dans l'autre point de vue. J'ai trouvé que c'était très bien fait, pas de frustration, parce que les chapitres s'enchaînent super bien, et là où on peut avoir un cliffhanger à la fin d'un chapitre, eh bien le suivant réussit à nous happer complètement. Et voilà, c'est un livre qui est hyper poétique, très engagé, très bien écrit. C'est une ode à la nature, une ode à la femme, une ode à la résilience. Et je l'ai trouvé absolument sublime. C'est très bien écrit. Franchement, pour un premier roman, c'est absolument incroyable. Même pour un roman en règle générale, c'est trop bien, mais donc encore plus pour un premier roman. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux que vous le recommander. Et voilà qui conclut mon bilan lecture du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, quelle a été votre meilleure et votre pire lecture du mois de décembre. Et sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!